Donc, je suppose que toi, tu es confiné comme moi. Oui, Bon, et puis que tu as entendu comme moi le 16 mars, Monsieur Macron qui nous disait que nous étions en guerre, oui, oui, bien sûr, oui. et puis qu'il déclarait l'état d'urgence sanitaire. Alors, nous, bon, tu sais comment on a réagi, hein. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore de guerre? Et toi, comment tu as réagi à cette annonce quand il l'a reprise à 6 reprises? Oui, oui, bah, je pense que l'assimilation à la guerre, elle est à la fois erronée et à la fois vraie, parce que c'est évidemment totalement erroné par rapport à une guerre armée, etc., etc., et que encore faut-il savoir contre qui on est en guerre et pas contre quoi, parce que c'est pas la question évidemment du virus sur les questions sanitaires, etc. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait que euh, tout le monde est évidemment favorable à, à mener la bataille pour que la situation sanitaire s'améliore. Encore faudrait-il y compris revenir un peu sur les causes de la situation dans laquelle on est, non pas sur l'existence même du virus, où la question n'est pas de dire que c'est à la cause du gouvernement ou je ne sais pas qui que le virus existe, mais si on est dans cette situation sanitaire-là, par contre, c'est en partie, en grande partie, à cause, non pas simplement d'ailleurs du gouvernement, mais des gouvernements, et puis plus généralement d'ailleurs, en fait, du système capitaliste, des patrons, etc., avec l'état de délabrement, notamment du système sanitaire et de ce qui va autour. Et sur la question de l'état de guerre, c'est aussi malheureusement une réalité quand même du point de vue du gouvernement, avec la guerre qui est menée, notamment, encore une, c'est pas une nouveauté, hein, mais sur les classes populaires, sur les quartiers populaires, etc., avec cette situation qui est liée au coronavirus. Alors, comment tu as réagi, toi? Est-ce que c'était, comme certaines personnes, la résignation, ou est-ce que tu as quand même une certaine colère? Non, non, mais il n'y a pas de, y a pas de résignation, pas plus avant qu'après le coronavirus, et donc pas non plus pendant. Alors évidemment, je pense que c'est comme tout le monde, il y a des moments qui sont pas simples, hein, la situation de confinement, etc. Ça aide pas, même si on a des contacts à travers avec Internet, le téléphone, etc. Mais c'est évidemment pas la même chose. Mais après, non, non, il y a une vraie situation qui n'est pas nouvelle, de colère, de volonté de résistance, de faire changer les choses, etc. Quoi. Je pense que de ce point de vue-là, ça ne change pas. Il y a même, je dirais, des arguments supplémentaires quand on voit pourquoi on est dans cette situation-là du point de vue sanitaire, en France, mais pas seulement hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est justement un problème qui dépasse évidemment le cadre national, comme beaucoup de sujets par ailleurs d'ailleurs. Et donc, voir comment on est, dans quelle situation on est, et quelles réponses, et aussi quelles réponses sont données, parce que bon, alors il y a, je passe, hein, ça a dû être dit et redit sur le sketch des histoires autour des consignes sur les masques, que ça sert à rien, après il faut l'avoir, après il faut plus, enfin, après il faut encore en avoir, maintenant c'est obligatoire, mais sauf qu'en fait on les a pas, mais c'est quand même obligatoire. Toutes les injonctions totalement contradictoires, notamment par rapport à la situation aux gens qui bossent, hein, où c'est un vrai drame. Quoi. Enfin, moi, on fait des permanences téléphoniques pour ce qui nous concerne, par exemple, à l'Union syndicale solidaire, et on a effectivement des appels de gens qui sont totalement perdus et désespérés, parce que d'un côté, on leur dit, on leur serine depuis bientôt 2 mois que surtout il faut rester à la maison, mais en même temps maintenant, depuis des semaines, il faut surtout rester à la maison, mais il faut quand même aller bosser. Il faut aller bosser en respectant les consignes, notamment sur les fameux gestes barrières, avec les mesures sur les fameux, enfin les 1 mètre, etc., etc. Et quand, par exemple, on est en région parisienne, voilà, enfin la reprise des transports en région parisienne, c'est pas possible. C'est pas possible de prendre le métro et le RER avec le respect de 1 mètre, 1 mètre 50. Ce n'est pas possible. Voilà. Alors, justement, toi, tu connais bien le sujet puisque tu as été cheminot, tu es cheminot retraité. Mais Oui. en fait, tu as quand même été pendant toute ta carrière dans les transports. Donc, tu sais ce qui se passe et tu sais aussi comment c'est dans les transports que le syndicalisme a été très puissant. Euh, Encore dernièrement. Là, il y a les lois travail, mais enfin, depuis, il y a aussi la révolte pour les retraites. Et tout ça, c'était souvent les cheminots, enfin le rail, qui était en première ligne, si on peut dire.
Oui, oui, oui. Enfin, encore sur la dernière grève, c'était d'ailleurs les RATP plus que la SNCF directement. Mais oui, oui, c'est un secteur, c'est un des secteurs où il reste une présence syndicale à la fois forte, mais aussi offensive, quoi, parce que les deux comptent. Donc, c'est des lieux effectivement de résistance syndicale un peu traditionnelle. Bon, enfin, ce qui est probablement dommageable, c'est qu'il n'y en ait pas plus, mais effectivement, oui, ça fait partie des endroits où il y a encore une forte résistance syndicale. Et alors toi, justement, pour revenir un peu sur ton itinéraire, tu as commencé à militer très tôt avec les cheminots. Bah, moi, je me suis syndiqué enfin, quelques mois après être rentré à la SNCF. Donc oui, oui, enfin, je me suis syndiqué pour militer, quoi. Donc j'ai milité, oui, oui, en gros, disons quasiment toute ma carrière, un an après être rentré à la SNCF, quoi, en gros, quoi. Tu étais déjà dans le syndicat un an après. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc tu avais peut-être aussi une tradition dans ta famille Non, de syndiquer, pas du tout. non, non, pas du tout. Non, non, c'est pas du tout une tradition familiale proche, en tout cas. Non, non, c'était la suite, disons, d'engagement ou en tout cas de sensibilisation, plus d'ailleurs à cette époque que d'engagement, mais de sensibilisation sur un certain nombre de sujets, à commencer par la question en fait antimilitariste, pacifiste, etc. Puisque je suis en termes militants, on pourrait dire, je suis de la génération Loi Debré, quoi. Hein, donc le mouvement lycéen 73, qui était un des mouvements assez forts sur la question essentiellement au départ d'ailleurs de la remise en cause de ce qu'étaient les sursis pour pouvoir continuer les études avant éventuellement de faire le service militaire, et qui est un mouvement qui d'ailleurs en lui-même a ensuite apporté assez rapidement des questions plus directement antimilitaristes. Donc c'est un peu cet engagement-là sur le lycée. Et donc du coup, voilà, la suite après, quoi. La suite qui a été rapide, hein, parce qu'en fait, je suis rentré à la SNCF fin 76. Moi. Ah oui. Et tout de suite après, tu as commencé à rentrer dans un syndicat Oui, et c'est à ça. Ouais. t'engager pour des questions syndicales au départ. Alors, bon, maintenant, tu es retraité, mais je vois que tu n'es pas du tout inactif parce Non, que, c'est pas. bon, alors je lis les utopiques et puis commencer alors cette revue parce que je vois qu'il y a une grande importance dans cette revue. C'est toi qui, alors je ne sais pas si on appelle ça un rédacteur en chef, coproducteur. Comment ça se passe dans cette revue? Comment elle est née? Alors, oui, enfin, pour répondre à la question, je fais partie de celles et ceux qui coordonnent un peu l'activité autour de la revue. Attends Euh, une petite minute, on va reprendre la question, mais j'entends des craquements chez toi, ça bouge beaucoup, il y a quelque chose qui bouge? Normalement, non, mais Ah d'accord, d'accord. Oui, alors donc les utopiques, euh, oui, non, donc elle est née en fait il y a maintenant on est quoi, 2020, donc 4-5 ans. oui, L'idée, c'est à ce moment-là, donc j'étais encore au secrétariat national de l'Union syndicale solidaire avec un certain nombre d'autres camarades qui, en gros, finissaient leur mandat ou l'avaient fini juste avant. Et on s'est dit à quelques-uns et quelques-unes que c'était peut-être le moment d'utiliser notre temps et ce qui nous restait de compétences pour créer en fait une revue de débat, de réflexion, etc., qui n'existait pas hein, dans l'Union syndicale solidaire, qui d'ailleurs n'existe pas aujourd'hui dans aucune des organisations syndicales. Il y a plus de revue de ce type-là. Je ne dis pas ça pour en faire un exemple, au contraire, c'est parce que j'ai en mémoire plutôt des choses qui ont existé, notamment dans la CGT ou dans la CFDT, et qui n'existent plus aujourd'hui. Quoi. Et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une revue de réflexion, de débat sur des sujets syndicaux, au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire en fait qui couvre l'ensemble du champ sociétal et avec le souci de l'ouvrir aux organisations, aux collectifs militants qui ne soient pas spécialement syndicaux, mais en même temps avec la volonté que la majorité des articles qui soient écrits dedans soient écrits par des camarades qui sont effectivement des syndicalistes, parce que ça on y tient quoi. Que ça soit pas, pour le dire autrement, on ne veut pas que ça soit une revue d'experts ou d'expertes quoi simplement quoi.
Oui, parce que je vois que quand même tous les sujets qui sont traités d'abord sont traités en profondeur, avec même un côté souvent un côté historique. Et Ouais. puis, bon, c'est une revue qui paraît tous les trimestres, je crois, En fait, c'est 3 fois par an, donc c'est un peu, trois ouais, fois c'est par ça. an, mais qui représente quand même, attends, je regarde le nombre de pages, c'est un travail énorme, parce que là, je vois 250 pages. En gros, ça, oui, c'est ça. Ouais. Oui, Ouais. avec des textes très bien écrits et très étudiés, et en même temps des illustrations, souvent aussi d'affiches, de photos. Enfin, je veux dire, il y a une iconographie qui est importante aussi. Oui, bah, ça fait partie du boulot que je fais, d'essayer de trouver des illustrations, évidemment en rapport avec les articles, mais qui, y compris elles-mêmes, pardon, les illustrations, parfois permettent aussi de faire passer quelques idées, ou en tout cas de souligner des choses à travers l'illustration aussi, quoi. Ouais. Alors, donc, je vais revenir cette fois au numéro Les Utopiques. Alors, je le montre, hein, je le montre à Ouais. l'image. Les Utopiques de novembre 2017. Parce qu'alors là, j'ai lu un article, tu as fait plusieurs articles dans cette revue, une sur les lois travail, et puis, alors bon, puisqu'on est dans une émission des pacifistes, contester l'armée. Bon, alors c'est là que j'ai lu cet article qui représente un peu une histoire de tout ce que ça représentait de contester l'armée à une certaine époque. Et notamment, toi, tu me dis que tu as commencé dès le lycée, mais je suppose que tu as continué après, quand il a fallu faire le service militaire. Oui, oui, bah moi, en fait, dans la suite de ça, donc du mouvement contre la loi Debré en 73, en fait, moi, j'ai fait la demande à ce moment-là, enfin, à ce moment-là, un peu après, j'ai fait la demande d'objection de conscience. Et dans le cadre du mouvement collectif qui existait à ce moment-là, de demande collective d'objection de conscience, alors, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas revenir dans le détail sur comment ça se passait à l'époque, mais il y a eu à un moment donné, donc dans cette période-là, sur la fin des années 60, la deuxième partie des années 70, en fait, Oui. un mouvement collectif pour faire cette demande de statut d'objecteur de conscience à partir d'une lettre type. L'idée étant en fait d'essayer d'imposer que l'octroi du statut d'objecteur de conscience soit quasiment de droit et non pas soumis en fait à l'arbitraire comme c'était jusque-là. Et par ailleurs, la loi était très restrictive puisqu'il fallait de mémoire, que ce soit pour des motifs philosophiques et religieux, je crois que c'était marqué, en tout cas, par exemple, pas politique, voilà, expressément, et que la demande collective s'opposait en fait à cette démarche-là pour essayer d'ouvrir au maximum le droit à l'objection de conscience, quoi. Comment tu avais eu connaissance de cette objection de conscience par Louis Lecoing, par l'Union pacifiste? Comment tu avais eu Entre autres, le courant? entre autres, mais entre autres, moi, enfin, non, non, la vérité, c'est même pas, non. Oui, oui, mais en fait, la première entrée, et encore une fois, hein, c'est voilà, lycéen qui est en seconde en 73. En fait, la première est donc contre la loi Debré, et Debré avec l'entonnoir sur la tête, qui a bu. Et en fait, la première entrée, c'est via Charlie Hebdo à cette époque-là. Charlie Hebdo, qui par ailleurs, effectivement, causait de l'Union pacifiste et aussi d'autres mouvements ou revues antimilitaristes, quoi. Et donc ensuite, c'est par ce biais-là que effectivement j'ai découvert un certain nombre d'organisations antimilitaristes, pacifistes, etc., quoi. Oui, parce qu'il y avait déjà pas mal de mouvements antimilitaristes au moment de la guerre d'Algérie. Il y a eu Ouais. ensuite le Larzac, bien sûr, et puis les comités de soutien aux objecteurs de conscience, avec les procès, etc. Tu as connu tout ça? Alors moi j'ai connu en fait la période dont je parle, moi en fait j'ai connu la fin des comités de lutte des objecteurs, pour le dire comme ça, avec un peu un tournant dans le mouvement des objecteurs entre les comités de lutte des objecteurs qui avaient une dimension clairement antimilitariste, quoi, en plus de la question de l'objection de conscience, on va dire, et la création, donc à ce moment-là, un peu avant la fin des années 70, du,
de la Fédération des objecteurs de conscience, si je ne me trompe pas, puis ensuite du MOC, le mouvement des objecteurs de conscience, qui était avec, on va dire, un positionnement antimilitariste, pour le dire comme ça, moins affirmé, quoi, voilà, qui était plus sur la défense immédiate du droit à l'objection de conscience et des objecteurs de conscience, quoi. Alors après, tu as traité justement dans cet article donc qui s'appelle Contester l'armée, tu as traité le côté de l'antimilitarisme dans les syndicats. Ouais. Comment c'est justement ces comités d'objecteurs de conscience ont été perçus, encouragés, aidés ou non par les syndicats. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Parce que toi, tu es bien au courant, d'après ce que j'ai lu dans cet article-là. Oui. Bah, y a eu, alors tout ça reste à l'échelle de ce que c'était, hein. Malheureusement, ça n'a pas été non plus un mouvement de masse dans le syndicalisme sur le soutien à l'objection de conscience, encore moins à l'insoumission, et pas tant que ça d'ailleurs non plus sur les comités de soldats pour avoir abordé cette question-là. Mais ça a existé, y compris sur le soutien aux objecteurs de conscience, en tout cas dans la CFDT à l'époque. Il y a eu effectivement des actions de menées, d'une part en soutien contre la répression d'objecteurs de conscience qui pouvaient être des syndiqués, hein, évidemment, et puis sur la question aussi du droit, la question qui était posée, mais qui était posée y compris d'ailleurs par les objecteurs eux-mêmes, hein, sur le fait en gros de faire question qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans le projet de service civique, hein, avec l'histoire en fait d'avoir des gens qui sans droit et quasiment sans rémunération se retrouvent à faire le boulot de salariés. Donc il y avait un lien qui pouvait exister, qui a été fait en tout cas par un certain nombre de syndicats dans la CFDT à l'époque, et il y a eu effectivement des soutiens voilà, sur des histoires de procès, sur se préparer en cas de répression, notamment sur la question pour les objecteurs qui étaient arrêtés, qui éventuellement faisaient de la tôle, au minimum se poser la question de pouvoir réintégrer le boulot à la sortie de la tôle, etc., quoi. Donc il y avait un certain nombre de choses comme ça qui étaient mises en place, même si encore une fois, hein, ça n'a pas été un souci majoritaire, évidemment, dans l'organisation syndicale, mais c'est quelque chose qui quand même a existé, quoi. Mais alors, dans le syndicat, est-ce que c'était, par exemple, toi, tu étais dans la CFDT, je crois, à l'époque. Oui, CFDT cheminot. Voilà. Parce que les autres syndicats n'ont pas tellement soutenu les objecteurs, que ce soit la CGT, à l'époque, ça s'appelait la FEN, je crois, enfin la FEN. Oui. Là, il n'y a pas eu un soutien vraiment massif à ces mouvements de jeunes qui ne voulaient pas aller au service militaire. Non, je pense que dans les autres... Enfin, il y a eu dans la FEN, à travers, je pense, la tendance école émancipée à l'époque, qui effectivement soutenait aussi les mouvements antimilitaristes, etc. Mais au niveau CGT, CFDT, FO, c'est clair que le seul secteur où ça a existé, c'est dans la CFDT à l'époque. Mais je refais le parallèle parce que c'est un peu la même situation sur l'histoire des comités de soldats, en fait, à l'époque, hein, où il y a eu à un moment donné un soutien de la CFDT. Il n'y avait pas du tout au niveau de la CGT et de FO. Et sur la question de l'objecteur de conscience, c'était pareil, même si ça a été, y compris moins fort d'ailleurs, le soutien à l'objection de conscience que celui sur les comités de soldats, où ça a pris une dimension un peu plus grande dans la CFDT, même si ça a été réprimé aussi d'ailleurs en interne dans la CFDT quelques temps après, hein. Tu l'as connu, ce moment de répression dans la CFDT, Christian Mailleux? C'est en gros quand moi je suis arrivé, mais c'est à peu près... Oui, il y a eu effectivement des dissolutions en fait, d'équipes, enfin de collectifs syndicaux sur, je pense, à l'union départementale dans la Gironde, où le prétexte, en tout cas, était ça, c'était à l'époque d'avoir soutenu trop directement les mouvements antimilitaristes et les comités de soldats, quoi. Ah oui. Alors là, par exemple, j'ai vu que tu parles d'un texte en 1979, ouais. Un texte des cheminots de Paris Sud-Est qui ont fait une motion antimilitariste, Christian Mailleux. Alors,
et tu dis même notre entreprise SNCF est imprégnée de militarisme. Alors d'abord, je te soupçonne d'avoir été peut-être à l'origine de ce texte. En tout cas, oui, je suis un de ceux qui avait largement trempé dans la rédaction, évidemment, mais puisque c'est par ailleurs le syndicat, enfin c'est le syndicat localement, c'était mon syndicat, hein, celui en gros de la gare de Lyon à Paris, quoi, gare de Lyon, Villeneuve-Saint-Georges, etc. Mais comment dire, oui, non, mais alors la petite mention sur le militarisme de la SNCF, c'est probablement beaucoup moins vrai aujourd'hui, mais il y a une histoire effectivement de la construction de l'entreprise SNCF qui est très calquée sur le militarisme, y compris avec la question, par exemple, des choses symboliques comme les grades, des différentes fonctions. Ça a été modifié aujourd'hui pour un langage pseudo-moderniste qui, de mon point de vue, vaut pas beaucoup mieux, hein, par ailleurs, pour d'autres raisons. Mais à l'époque, les grades de cheminot étaient remplis de, par exemple, chef de gare de première classe, chef de gare de deuxième classe, chef de gare de troisième classe. Bon, voilà, on sent quand même une tradition qui rappelle beaucoup, qui rappelle beaucoup l'armée, et tout ça pour toutes les fonctions, hein, y compris, enfin, en fait, de la plus basse à la plus haute, pardon. Mais au-delà des grades, il y avait un fonctionnement qui était effectivement, oui, assez militaire, quoi, en fait. Et y compris, par exemple, c'est l'époque où, c'est l'époque jusque-là, en fait, hein, jusqu'au tout début des années 80, c'est l'époque où, c'est encore une époque où les foyers dans lesquels il y avait les jeunes cheminots, l'accès était interdit aux femmes, aux jeunes femmes, quoi. C'est-à-dire que les jeunes cheminots qui vivaient là-dedans et qui vivaient des fois des années, hein, là-dedans, normalement n'avaient pas le droit d'accueillir des compagnes dans leur foyer. Ça fait partie des luttes qui ont été menées. On peut dire, il n'y a pas de rapport étroit entre ça et le sujet dont on cause là sur le militarisme et l'armée, mais en même temps, oui, quand même, parce que ça ressemble à ça, quoi, cette volonté de casernement, enfin voilà, quoi, il y a vraiment une assimilation, quoi, qui existait pour de vrai. Ouais. Et est-ce que justement dans la SNCF, il y a aussi cette discipline, ne serait-ce que d'abord pour les travailleurs, et puis la discipline des horaires, la discipline, enfin, il y avait quand même une organisation assez rigoureuse. Mais c'est toute la question de la discipline, enfin, qui, de mon point de vue, peut être, y compris dans l'absolu, autogérée. C'est pas incompatible. Parce que, évidemment que sur le chemin de fer, mais c'est pas le seul secteur, hein, loin de là, mais sur le chemin de fer, il y a évidemment, à un moment donné, en fait, un besoin de discipline, on peut l'appeler comme ça, c'est-à-dire que on peut prendre un exemple, l'aiguilleur qui est dans son poste d'aiguillage, c'est-à-dire que c'est là où on fait passer le train sur telle voie et pas sur telle autre, c'est pas l'aiguilleur dans son train, dans son poste d'aiguillage, qui peut décider tout seul, comme il en a envie, d'envoyer le train sur cette voie-là plutôt qu'une autre. Effectivement, c'est un ordre, on peut l'appeler comme ça, qui doit respecter. La question, c'est de savoir comment ça s'intègre effectivement dans un boulot, comment ça s'intègre plus globalement dans le boulot, comment c'est compris, etc., quoi. Et ça, ça fait partie effectivement d'une discussion bien plus large. Donc il y a la question effectivement discipline, ordre, etc., mais y compris pour des vraies raisons de sécurité, quoi. Hein, il y a un vrai problème de sécurité des circulations, donc des voyageurs, mais y compris des sécurités d'ailleurs des cheminots et des cheminotes qui bossent. Hein. Donc ça existe, mais en même temps, ça peut se faire, et c'est pas le cas évidemment aujourd'hui, c'était pas le cas non plus à l'époque, hein, mais ça peut se faire dans un processus qui intègre globalement la collectivité du travail et qui n'est pas perçu comme on a un ordre qui nous tombe dessus. Oui. Ah, une petite interruption. On ne comprend rien, on ne sait pas pourquoi. Ah oui. Voilà. Alors, justement, est-ce que, par exemple, ce que j'ai constaté,
Mais depuis, même avant que la SNCF soit nationalisée, il y avait chez les cheminots la possibilité de transmettre des idées plutôt à gauche. C'était un peu Eugène Bizot qui m'avait raconté ça à Tours, par exemple. Il y avait beaucoup de gens qui leur amenaient des informations par le chemin de fer, c'est-à-dire que les gens qui voyageaient pouvaient transmettre des idées, disons, de gauche à travers la France. Est-ce que c'est une tradition qui pourrait expliquer que, par exemple, chaque fois qu'il y a des mouvements de grève, les cheminots, les gens qui se déplacent, sont souvent en première ligne? Je ne sais pas si ça explique aussi, pas de manière aussi automatique, pour le dire comme ça, mais non, il y a une vraie réalité qui fait que les chemins de fer, ce sont des entreprises de réseau, en fait, Voilà. par définition. Hein. Et donc, je pense que culturellement, il y a effectivement une habitude quoi, qui existe sur cette espèce, une habitude d'échange, d'informations, de mise en contact, etc. Quoi. Ça, je pense que culturellement, c'est quelque chose qui existe de par ce que sont les chemins de fer. Je pense que, en fait, chaque secteur professionnel a ses particularités et ça se traduit aussi ensuite après dans l'action syndicale, politique, revendicative, de résistance, etc. Je pense que oui, il y a évidemment des situations qui amènent ça, quoi. Ouais. Oui, parce qu'on a vu que, par exemple, dans différents moments de l'histoire, il s'est passé des choses avec les chemins de fer qui étaient des mouvements de résistance souvent dans les chemins de fer. Bon, alors on va passer maintenant à une association que tu connais bien aussi, qui s'appelle Ni guerre, ni état de guerre. Alors là, on revient un peu sur l'actualité. Cette association, l'Union pacifiste y a adhéré aussi, mais je crois que, disons, l'Union syndicale solidaire a été parmi aussi les promoteurs, si on peut dire, de cette association. Pourquoi? Ni guerre, ni état de guerre. Oui, l'Union syndicale solidaire donc, est membre de ce collectif, ni guerre, ni état de guerre. Pour nous, c'est pareil, ça s'inscrit en fait dans la suite du travail syndical qui est fait sur la question de l'internationalisme, de l'anticolonialisme et de la défense de ce qu'on appelle, c'est pas forcément toujours très bon d'ailleurs, mais les quartiers populaires, quoi. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on pense que le syndicalisme a toute sa place, effectivement, sur ces terrains de lutte que je viens de citer, qui sont en fait ceux qui recouvrent le collectif Ni guerre, ni état de guerre, notamment sur la question de l'anticolonialisme au sens très large. Quand je dis au sens très large, c'est avec la situation aujourd'hui dite post-coloniale, avec les différences qu'il peut y avoir avec les situations coloniales, mais en même temps les similitudes, et en tout cas, voilà, la nécessité de lutter là-dessus. Donc l'Union syndicale solidaire, oui, fait partie évidemment de ce collectif. Et l'autre aspect, parce que voilà, le nom dit bien ce qu'il veut dire, hein, c'est ni guerre ni état de guerre. Donc ce que je disais là, ça renvoie plutôt à ni état de guerre, mais c'est aussi ni guerre. C'est aussi la question effectivement de lutter contre les guerres. Ce qui est une position traditionnelle du mouvement syndical, même si ça a été un peu relégué très largement au second plan depuis des années et des années. La question de la lutte contre les guerres, de la lutte contre l'armée, ça fait partie initialement des positions défendues par le mouvement syndical. Officiellement, ça fait toujours partie d'ailleurs des positions, en tout cas contre les guerres, ça fait partie des positions de toutes les organisations syndicales. Mais après, la question d'être contre les guerres, je crois que ça fait partie des positions de tout le monde, hein, y compris de ceux qui font la guerre. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. La question, c'est concrètement, effectivement, comment on fait pour que ça ne se passe pas, et notamment sur la question, par exemple, du désarmement, etc. Ce qui, du point de vue syndical, amène à des questions
qui sont pas simples. Hein. On commence, en tout cas, on essaye d'avoir, y compris avec des camarades qui travaillent dans des secteurs, par exemple des secteurs industriels liés à l'armement, directement ou indirectement. Ça pose la question des reconversions. Alors là aussi, on n'invente rien. C'est pas des questions, sont pas des questions nouvelles pour le mouvement syndical. Hein. Il y a eu des réflexions là-dessus. Il y a eu je veux dire, un passage à vide quand même depuis des années sur ces questions-là de reconversion. Et on essaye, nous, d'y revenir, et notamment nos camarades de Sud Industrie, qui ont des sections syndicales hein, dans certains de ces secteurs liés à l'armement, ont décidé effectivement d'essayer de prendre ça à bras le corps et de mener le débat, voilà, y compris avec en impliquant bien évidemment les camarades de ces secteurs-là. Et je le dis parce que c'est pas si facile que ça non plus, quoi. C'est pas si facile quand on est dans une boîte d'être militant syndical et d'expliquer à ses collègues que l'avenir, c'est que la boîte, elle disparaisse en tant que telle. Alors évidemment, il y a tout le débat après sur disparaître tout en gardant un emploi pour un emploi plus utile, etc., etc. Mais c'est pas si simple. Bon, c'est le même débat hein, qui existe ou qui n'existe pas d'ailleurs du point de vue de certaines organisations syndicales sur la situation du nucléaire, par exemple. Hein. Oui, parce que par exemple, c'est vrai que chez Dassault, c'était la CFDT qui était la première organisation syndicale, donc ça devait être quand même assez difficile de lutter à l'intérieur de chez Dassault. Et puis, par contre, à l'EDF, c'est plutôt la CGT dans le nucléaire, et c'est assez difficile pour eux aussi de s'attaquer au nucléaire. Oui, 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 encore que nous, on a, par exemple, alors sur EDF, on a nos camarades de Sud Énergie qui, globalement, dans le secteur, voilà, sont très faibles, hein, notamment par rapport à la CGT, mais dans le secteur nucléaire, par exemple, on a plusieurs équipes de Sud Énergie qui ont pris des positions là-dessus très claires et qui travaillent aussi avec les sous-traitants, parce que c'est pareil, on oublie aussi la question des sous-traitants hein, dans ce genre de boîtes qui sont totalement embringuées dans l'histoire. Mais c'est important d'avoir effectivement cette question-là de reconversion, de mener ces débats-là, et c'est important de les mener dans la durée et pas simplement quand il y a une catastrophe et que du coup là on se dit oh là là il faut faire autre chose parce qu'à ce moment-là c'est trop tard en fait pour discuter de ça. Alors, justement, ni guerre ni état de guerre a pris, il y a eu un texte qui a été publié à l'occasion justement de la fameuse guerre contre le coronavirus, qui est non à l'opération résilience, oui à l'opération résistance. Alors, tu as lu le texte et est-ce que tu es d'accord avec ce contenu, c'est-à-dire la résilience, c'est aussi la répression contre les gens qui ne respectent pas bien le confinement, etc. Oui, oui, c'est la question. Enfin, c'est cette question-là, mais il y a la question effectivement de la répression et ce que je disais tout à l'heure, c'est y compris de l'utilisation du moment dans lequel on est, même si encore une fois, il ne s'agit pas non plus de dire qu'il n'y a pas de problème autour du coronavirus, hein, loin de là. Et je pense qu'il y a des mesures effectivement à prendre, mais ça sert aussi en même temps de prétexte pour remettre en cause un certain nombre de droits sur des droits, on va dire, individuels et collectifs sur la question effectivement de la liberté de se rassembler, etc., etc. Mais y compris par exemple dans les entreprises, hein, puisqu'on a une remise en cause du droit du travail dans la période. Mais le texte en question, par ailleurs, pointait à un autre point, c'était aussi la question de l'envoi de bateaux militaires vers les colonies, vers Guadeloupe, Martinique et Guyane, sous prétexte justement de la crise sanitaire, et alors qu'en fait c'était des bateaux militaires dont il a été dit très clairement qu'ils ne serviraient pas effectivement de bateaux hôpitaux, quoi, pour le dire dans ces termes-là, quoi. Donc c'était aussi pointé encore une fois cette question-là du rôle de l'armée. Et d'ailleurs, toute la crise-là, du coronavirus en France, mais aussi dans d'autres pays, repose aussi cette question du rôle de l'armée. Et on l'a vu par exemple avec les histoires au tout début, avec l'histoire de l'hôpital de campagne là, dans l'est de la France.
Le vrai problème, évidemment, enfin, le problème n'est pas que, enfin, on peut pas gueuler parce qu'il y a un hôpital de campagne qui se monte. Je veux dire, le vrai problème, c'est quand même de se demander pourquoi c'est l'armée qui a en fait les moyens de faire ça et que c'est pas le service public de santé. C'est ça le vrai problème en fait. Parce que en soi, de monter un hôpital de campagne, même si par ailleurs il était d'ailleurs de taille et d'utilité assez réduite hein, par rapport à ce qu'on a été médiatiquement présenté. Hein. Mais le vrai problème, il est là. C'est pourquoi c'est l'armée qui doit faire ça? Ben parce qu'en fait, c'est l'armée qui a les moyens, c'est l'armée qui a le fric, c'est l'armée qui a le matériel, etc. Et c'est ça qui pose problème, en fait. De remettre dans les mains de l'armée, enfin, en fait, une partie de notre avenir, et voilà, quoi. C'est ça le problème. Et justement, on peut s'interroger aussi sur les marins qui ont été contaminés dans le sous-marin Charles de Gaulle. Il y en avait 1000 et on a dit que finalement, en 15 jours, ils avaient tous été guéris avec la chloroquine, par exemple, puisque l'armée a fait des provisions de chloroquine. Alors, on s'interroge aussi pourquoi des choses réussissent dans l'armée et pas forcément dans la société civile. Oui, après, moi, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que je pense que cet épisode-là, tout comme l'histoire d'un des premiers cas de coronavirus en France, qui était d'ailleurs sur une base militaire À à Crète, Beauvais, si je ne me trompe pas. Oui, à oui. Creil ou Beauvais. Voilà, ouais. Euh, je pense que ces exemples-là, ils montrent surtout que la tradition de l'armée, la grande muette, pour reprendre l'expression qui a été très utilisée, même si elle est un peu tombée en désuétude dans le langage courant, je pense qu'on retombe là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il paraît que, il se dit que, il semblerait que, et en fait, eh ben, comme c'est quelque chose qui est quand même totalement en circuit fermé, en fait, on ne sait pas. Effectivement, c'est le secret qui est toujours bien gardé. Alors, on va en venir, on va quand même dire un mot pour terminer sur le fameux service national universel, puisqu'il faut dire que le collectif non OSNU, auquel tu nous as beaucoup aidé à l'Union pacifiste, euh, et puis qui a regroupé, grâce à l'action du syndicat solidaire, qui a regroupé jusqu'à une trentaine d'organisations. Bon, cette action pour le service national universel, on pensait qu'avec la pandémie du coronavirus, ça allait être un petit peu mis de côté, et puis on se rend compte que non, pas du tout. Oui, bah, bon, je modérerai un peu parce que pour le coup, ça a quand même été un peu mis de côté, en tout cas dans les premiers temps, parce qu'effectivement, les uns, les unes et les autres, on s'est retrouvés devant un peu d'autres priorités, ça c'est vrai, alors que justement, c'était un moment où on pensait enclencher un pas supplémentaire dans notre campagne, hein, avec quelques réunions publiques qui étaient Oui, programmées, etc. Donc, on peut dire que ça a été un peu mis de côté, mais l'actualité fait qu'effectivement, cette histoire revient, et elle revient à grands pas, parce que là encore, la situation qu'on connaît, en fait, elle est utilisée pour ramener cette question-là. Alors, pas directement du service national universel aujourd'hui, mais de tout ce qui tourne autour de ce qu'ils appellent le service civique, et avec en gros la valorisation, l'hypervalorisation de soi-disant volontaires. Et en gros, tout ça, c'est quoi? C'est des jeunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on en revient à la situation que je décrivais tout à l'heure, d'ailleurs, par rapport aux objecteurs de conscience à l'époque. C'est en fait, on utilise un certain nombre de jeunes pour des boulots totalement utiles, là pour le coup d'ailleurs, hein, souvent, et en fait, à la place de salariés, mais en ayant quasiment aucun droit. Et par ailleurs, il semble que sur la question du service national universel, que le gouvernement est pour l'instant en phase de différer un petit peu cette affaire-là, puisque j'ai cru comprendre qu'il reportait l'histoire à 2026 pour l'instant, donc je ne sais pas exactement où on en est, mais en tout cas, je pense que la campagne qu'on mène collectivement, effectivement, comme tu l'as dit, avec plusieurs organisations associatives, syndicales et politiques, il faut la maintenir, il faudra la relancer sur l'ensemble des points qu'on a mis en avant dans notre plateforme, c'est-à-dire la question effectivement du droit des salariés, la question du fric qui est mis là-dedans et qui serait utilisé bien mieux. Enfin voilà, toutes ces questions-là, quoi. Et la question y compris
de la liberté de la jeunesse aussi, parce que il y a quand même une dimension enrôlement idéologique de la jeunesse qu'on doit, me semble-t-il, combattre. Et puis, on trompe aussi un peu la jeunesse, justement. On valorise ces jeunes qu'on a envoyés pour aider dans les EHPAD, sans protection, sans formation, et en même temps, disons, en les mettant eux-mêmes en danger. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de fait des salariés qui ont encore moins de droits que les salariés. Donc les droits, les droits, c'est pas simplement la question de la rémunération, hein, c'est aussi les droits, effectivement, en termes de sécurité au travail, de protection au travail, etc. C'est effectivement, on est effectivement dans l'actualité sur cette question de l'utilisation du service dit civique par rapport aux jeunes, quoi. Alors maintenant, il y a la question qui se pose parce que ce confinement va bien terminer un jour, hein, Christian Bayeux, nous en sommes d'accord, nous l'espérons. Mais alors, la question qui se pose, c'est le jour d'après. Le jour d'après, pour tous ces, par exemple, ces enseignants, mais surtout aussi les soignants dans les hôpitaux, tout ça, qu'on a beaucoup applaudi. Mais est-ce que le jour d'après, on va encore les considérer comme on les considère aujourd'hui? Et est-ce que surtout, on leur rendra et les moyens de travailler et les salaires auxquels ils ont droit? Je pense que c'est toute la question. D'ailleurs, la question c'est pas le jour d'après. Hein. La question c'est les jours d'après parce que c'est pas simplement justement un symbole. Le jour d'après, ça fait joli, y compris dans les tracts hein, d'ailleurs. Mais je pense que la question c'est vraiment de construire quelque chose pour les jours d'après. Et il y a notamment cette question-là qui est une des questions qui est posée, celle de on, on, comment effectivement on conçoit la réalité du boulot dans la société dans laquelle on veut vivre. Et un des événements effectivement de la période, alors il y a toute la question des. D'ailleurs, on parle des soignants et des soignantes, mais c'est l'ensemble du personnel déjà. De la chaîne de santé dont il faudrait parler, parce que les soignants et les soignantes, on pense en gros aux médecins, aux infirmiers, aux infirmières, ce qui est un vrai, évidemment, hein, que ça se pose pour elles, mais par exemple, c'est aussi les brancardiers ou les brancardières dans un hôpital. Et déjà, on en cause un peu moins. Hein, mais à travers la période qu'on a vécue là, ce qu'on a vu aussi, c'est tous les boulots qui sont des boulots essentiels à la vie en collectivité. On peut parler par exemple des éboueurs, dont tout le monde quand je dis tout le monde, je caricature, mais dont on se contrefout à longueur d'année. Et là, on s'aperçoit que c'était quand même bien hein, que les éboueurs ils continuent à bosser pour ramasser les poubelles, en fait, quand il y avait des consignes pour ne pas sortir de chez soi. Quoi. Et il y a plein de boulots comme ça, qui sont d'ailleurs, parce que c'est tout ce qui concerne effectivement la santé. Il y a toute la question autour de l'éducation. Il y a beaucoup de boulots de ce genre-là, et des boulots dont on s'aperçoit d'ailleurs quand on tire un peu le fil de la pelote, qu'en fait, il y en a beaucoup. Et donc la question, c'est comment effectivement on rediscute de cette question de travail utile, de travail socialement utile, collectivement utile, et puis donc du coup évidemment comment il est rémunéré, c'est un vrai problème, mais c'est une partie du problème, c'est pas simplement la question de la rémunération, même si évidemment elle est importante, c'est pas moi qui vais dire le contraire en tant que syndicaliste, mais c'est pas la seule question, il y a toute la question vraiment de reconnaissance du travail individuel et collectif, et je pense que c'est vraiment un des trucs importants pour les jours d'après. Alors justement, notre ami Ludivine Bantini a écrit un article que tu as lu, La jetée des ponts concrets entre aujourd'hui et demain. Elle se pose toutes ces questions. Et puis là, je viens d'entendre sur la télévision suisse deux penseurs qu'on connaît bien, qui s'appellent Noam Chomsky et puis Edgar Morin. Et alors, tous les deux, qui ont vécu une période bien antérieure à la nôtre, sont en train de dire qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va basculer vers une social-démocratie et plus intéressante, ou est-ce qu'on va basculer vers une dictature type Hitler, comme ça s'est passé justement dans des périodes très difficiles? Est-ce que tu as aussi, toi, cette crainte? Moi, j'espère surtout qu'on va.
La crainte, non, c'est pas une question de crainte. Je pense que c'est comme dans toutes les périodes. La question, c'est de savoir ce qu'on est capable collectivement de construire pour créer une alternative. Et j'ajouterais une alternative qui soit, y compris une alternative aux deux que tu as dit. Alors évidemment, la question de la dictature, de mon point de vue, doit être totalement combattue et évacuée le plus vite possible. Mais la question de la social-démocratie règle pas la question, hein. La social-démocratie, c'est pas c'est pas ce qui répond par ailleurs à tous les points qu'on vient d'évoquer, hein, notamment sur quel travail socialement utile, dans quelles conditions, comment les collectifs de travail, y compris les individus, s'insèrent effectivement dans la société en autogérant un peu, en autogérant effectivement non seulement au niveau du travail, mais plus largement dans la société. Et là, y compris là, on a quelques petites expériences aujourd'hui dans le cadre de la crise sur la question par exemple de l'alimentation ou dans un certain nombre de quartiers, on a des collectifs qui se sont montés, des collectifs populaires, des brigades de solidarité populaire par exemple dans plusieurs villes de France, qui de fait autogèrent l'alimentation au niveau de la population. Et je pense que c'est toutes ces questions-là qui doivent être posées. Et donc, pour créer effectivement une alternative qui soit perçue comme crédible par la masse de la population. Et je crois quand même que, peut-être paradoxalement, la situation qu'on vit là permet aussi ça, parce que il y a traditionnellement, y compris dans le mouvement syndical et politique, on va dire une référence de gauche à dire on a besoin d'État pour, en gros, rétablir la justice, l'égalité, etc., etc. Alors, évidemment que c'est mieux que quand c'est tout et n'importe quoi, que c'est vraiment que la loi de la jungle, la loi du plus fort, etc. Mais en même temps, ce qu'on voit quand même là, et ce qu'on a vu depuis 2 mois, c'est que franchement, si la seule solution, c'est de se dire à tout point de vue, il faut s'en remettre à l'État, au gouvernement, je crois qu'on a quand même la démonstration là que c'est une vraie catastrophe, quoi. Enfin, sur les 2 mois qui viennent là, mais y compris sur les années d'avant, hein, puisque notamment, bon, on va pas y revenir, mais ce qu'on disait tout à l'heure, les sketchs autour des masques, il y en avait des millions, il y en avait plus, on savait pas où ils étaient, on sait pas pourquoi. Ils ont été commandés, mais ils sont jamais arrivés. Après, on nous dit que, en fait, ils n'ont pas été commandés, etc., etc. Et c'est peut-être un petit bout de la lorgnette, mais je crois que ça montre bien à quel point il faut trouver des solutions qui dépassent cette question de l'État et qui reposent la question, voilà, d'une société autogérée. Je crois qu'il faut le dire clairement comme ça. Mais justement, ce que le régime autoritaire qui est en train de se mettre en place pendant cette période, est-ce qu'il risque de perdurer? Par exemple, tout ce qu'on dit état d'urgence, avec des contrôles, avec une surveillance, avec un flicage, avec un fichage des personnes malades ou pas malades, ou potentiellement malades. Est-ce que tout ça, ça risque pas justement, il va falloir aussi s'y opposer. Ben, oui, oui, mais je crois qu'il y a déjà des oppositions qui se construisent par rapport à tout ça. Je pense que évidemment qu'il y a une volonté, voilà, mais c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, il y a toujours une volonté, effectivement, d'aller plus loin, pour le dire avec des mots qui peuvent paraître peut-être grandiloquents, mais qui sont les vrais mots. Il y a toujours une volonté de nous opprimer plus largement et à tout point de vue. Donc, je pense que la situation là permet sûrement, du côté de l'État, du gouvernement, du patronat, etc., des forces réactionnaires, on peut le dire comme ça, d'essayer d'aller plus loin. La question, c'est comment, effectivement, on peut construire un mouvement populaire massif qui permette de s'opposer à ça et non seulement de s'y opposer, mais encore une fois, d'essayer de construire des alternatives qui aillent effectivement vers une société totalement différente, quoi. Bon, ben alors Christian, je crois qu'il nous reste encore pas mal de travail à faire. Oui, J'espère tout qu'on le va temps. pouvoir se retrouver bientôt, disons, en personne, Oui, parce que bon, c'est très bien le Skype, mais enfin, on préfère quand même être plus proches les uns des autres pour pouvoir ah, se sentir plus fort, plus ensemble. Voilà. Et puis alors, ben, je vais te remercier.